7h42 ce matin-là. Le téléphone de Sébastien Lecornu vibre sur la table en chaîne de son bureau à Matignon. Un numéro israélien. Il hésite une fraction de seconde. Les premiers rayons du soleil filtrent à travers les tentures bordeaux et quelque chose dans cette lumière lui souffle que cette journée ne ressemblera à aucune autre. Il décroche. La voix à l'autre bout est tendue, presque métallique. Un conseiller diplomatique israélien. Chaque mot pesé comme de l'or. Monsieur le Premier ministre, le cabinet de sécurité israélienne vient de finaliser une décision historique concernant les otages. Netanyahou souhaite vous en informer personnellement lors d'une conférence multilatérale dans exactement 3 heures. 3 heures pour comprendre ce qui se trame dans les salles secrètes de Jérusalem. 3 heures avant que le monde entier ne découvre une vérité qui va tout changer. Lecornu raccroche sans un mot de plus. Son regard se perd vers la fenêtre. Paris s'éveille lentement, totalement inconscient de la tempête diplomatique qui fonce droit sur lui. Mais attends, ce qui va se passer dans les 3 prochaines heures, personne, absolument personne ne pouvait le deviner, ni les agents de la DGSE, les services secrets français, qui à ce moment précis épluchaient fébrilement des rapports cryptés venus du Moyen-Orient dans leurs bureaux souterrains, ni les journalistes chevronnés en train de préparer leur matinale sur France Inter ou BFM TV. Et encore moins les familles des otages français qui, depuis des mois interminables, survivaient entre une angoisse totale et un espoir qui fondait un peu plus chaque jour. Ce que Benjamin Netanyahou s'apprêtait à balancer au monde entier allait faire voler en éclats toutes les certitudes, toutes les négociations menées dans l'ombre, toutes les promesses chuchotées dans les couloirs du pouvoir. Et la réponse de Sébastien Lecornu, une seule phrase tranchante comme une lame, allait s'inscrire dans l'histoire comme l'un des moments les plus audacieux, les plus courageux et les plus controversés de la diplomatie française moderne. Mais pour que tu comprennes vraiment tout, il faut qu'on remonte quelques semaines en arrière. Tu dois saisir le contexte dans sa totalité parce que ce qui va suivre, c'est une bombe. Dans son bureau silencieux de Matignon, Sébastien Lecornu se leva lentement de son fauteuil en cuir. À 39 ans, il était l'un des plus jeunes premiers ministres de l'histoire française moderne, nommé par Emmanuel Macron le 5 septembre 2024. Il avait déjà traversé des crises politiques majeures, la motion de censure, les manifestations violentes contre la réforme des retraites, les tensions avec l'extrême droite montante. Mais rien, absolument rien ne l'avait préparé à ce qui l'attendait aujourd'hui. Il marcha vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos, et observa les toits de Paris qui scintillaient sous la rosée matinale. Quelque part dans cette ville, des familles françaises attendaient désespérément des nouvelles de leurs proches retenus en otage. Quelque part dans les bureaux du Quai d'Orsay, des diplomates chevronnés tentaient de déchiffrer les intentions réelles d'Israël. Et quelque part à Jérusalem, Benjamin Netanyahou préparait une annonce qui allait secouer le monde. Parce qu'il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Depuis l'attaque dévastatrice du 7 octobre et l'enlèvement brutal de dizaines d'otages, dont plusieurs citoyens français, la pression internationale sur Israël n'avait cessé de croître comme une cocotte minute prête à exploser. Les négociations menées dans le plus grand secret par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis semblaient piétiner désespérément. Chaque jour apportait son lot de rumeurs contradictoires, d'espoirs déçus et de communications cryptiques. Les familles oscillaient entre désespoir et rage contenue. Mais personne, absolument personne n'avait anticipé ce qui allait se produire ce matin-là. Lecornu ferma les yeux une seconde. 2 jours plus tôt, Macron lui avait dit au téléphone avec cette gravité qu'il réservait aux moments cruciaux « Sébastien, si Netanyahou fait ce que nos services pensent qu'il va faire, tu devras prendre position. Seul sans attendre mon retour d'Asie, la France ne peut pas se taire. » Ces mots résonnaient encore dans sa tête comme un tambour de guerre, prendre position seul, sans filet de sécurité. 3 heures plus tard, la conférence multilatérale débute. Sur l'écran géant de la salle de crise de Matignon, les visages des dirigeants mondiaux apparaissent un par un. Le président américain, le chancelier allemand, le premier ministre britannique, le secrétaire général de l'ONU. Tous attendent. L'atmosphère est électrique, chargée d'une tension presque palpable. Et puis Netanyahou apparaît. Son visage envahit l'écran. Ses traits tirés trahissent des semaines de nuits blanches et de décisions impossibles. La chemise blanche impeccable. La cravate bleue parfaitement nouée, l'image habituelle. Mais dans ses yeux, Lecornu perçoit quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Une détermination absolue mêlée à quelque chose de plus sombre.
quelque chose qui ressemble à du désespoir calculé. Netanyahou prit la parole en anglais. Sa voix grave résonnait dans la salle comme un verdict. « Mesdames et messieurs les dirigeants, j'ai une annonce importante à faire ce matin. » Et là, attention, parce que ce qui suit, c'est du lourd. Après des semaines de négociations intensives et suite à la réponse finale reçue du Hamas hier soir, le gouvernement israélien a décidé de procéder à la libération de tous les otages. Tous les otages. Pas une partie, pas un geste symbolique. Tous. Nous sommes prêts à mettre en œuvre la première phase du plan de libération dès demain matin. Un silence de plomb tomba sur la salle, et le cornu, lui, il sentit tous les regards se tourner vers lui, parce que les otages français allaient être libérés. C'était ce que tout le monde attendait depuis des mois, le miracle diplomatique que plus personne n'osait espérer. Alors pourquoi cette boule d'angoisse dans son estomac? Pourquoi cette alarme qui hurlait dans sa tête? Mais Netanyahou continua, chaque mot soigneusement articulé. La première phase commencera demain à l'aube. Elle concernera la libération de tous les otages civils, femmes et enfants en priorité. En échange, Israël libérera des prisonniers palestiniens selon une liste préétablie. La deuxième phase suivra dans les jours suivants et concernera les otages militaires. La troisième phase sera la remise des corps des otages décédés. Le premier ministre britannique prit la parole en premier et sa voix, elle tremblait, littéralement. « C'est une nouvelle extraordinaire, monsieur le Premier ministre. Le monde entier vous en sera reconnaissant. » Le chancelier allemand, pareil, il acquiesçait comme si sa vie en dépendait. « C'est le résultat de votre courage et de votre persévérance. » Le président américain en rajouta une couche. Israël a montré qu'il était possible de négocier même dans les circonstances les plus difficiles. Tout le monde applaudit, tout le monde félicite, tout le monde est content, sauf un. Le cornu, lui, il disait rien. Absolument rien. Et ça, ses collaborateurs autour de la grande table, ils l'ont remarqué. Ils le regardaient avec inquiétude. Genre, pourquoi il ne parle pas? Pourquoi ce silence alors que tous les autres dirigeants sont déjà en mode célébration? Son conseiller diplomatique, Marc Vallière, se pencha vers lui tout discret. « Monsieur le Premier ministre, vous devriez dire quelque chose. Le silence de la France est remarqué. » Mais le cornu leva juste une main. « Tais-toi !» Ses yeux ne quittaient pas l'écran. Il fixait Netanyahou avec une intensité laser, comme s'il cherchait à lire entre les lignes, à comprendre ce qui se cachait vraiment derrière cette annonce soi-disant miraculeuse. Et c'est là qu'il le vit, un truc infime, un truc que 99% des gens dans cette salle n'auraient jamais capté. Un micro-mouvement dans les yeux du premier ministre israélien. Une hésitation là quasiment invisible au moment exact où il prononçait le mot « tous ». Une crispation de la mâchoire à peine perceptible quand il disait « première phase ». Et ça, mes amis, c'est le genre de détail qui change absolument tout, parce que le mensonge, il était là, enfoui, planqué dans les plis de cette annonce qu'on nous vendait comme historique. Netanyahou n'allait pas libérer tous les otages, ou en tout cas pas dans les conditions qu'il venait d'annoncer devant le monde entier. Il y avait un piège quelque part, une clause cachée, un détail crucial que le Premier ministre avait soigneusement, méthodiquement choisi de ne pas mentionner. Et le cornu, lui, il le sentait dans ses tripes avec cette espèce de certitude absolue que seuls les politiciens qui ont passé des années à nager dans les hauts troubles de la diplomatie internationale finissent par développer. C'est à ce moment-là que le modérateur de la conférence intervint. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires avant que nous ne passions aux détails techniques? Et là, on arrive au moment clé, le moment, celui où les cornus avaient exactement deux options. Option 1, se taire, laisser passer, faire comme tout le monde, accepter cette annonce sans broncher. Option 2, prendre le risque de tout faire exploser, poser la question que personne dans cette salle n'avait le courage de poser. Il pensa aux familles françaises, aux parents qui attendaient, aux enfants qui voulaient retrouver leurs parents, aux promesses qu'il avait faites, aux valeurs que la France, la vraie France, était censée défendre, et il prit sa décision. Les cornus s'avança vers le micro, la salle entière cessa de respirer, sa voix calme, posée, mais derrière ce calme, il y avait une autorité qui glaçait le sang. Et là, il lâcha. « Monsieur le Premier ministre Netanyahou, j'ai une question. Avant qu'on se mette tous à applaudir trop vite. » Et boum! Le visage de Netanyahou se figea net sur l'écran. Les autres dirigeants,
il s'attendait pas à ça. Parce que le ton de Lecornu, c'était pas du tout le ton de quelqu'un qui vient féliciter. Non, c'était le ton de quelqu'un qui vient demander des comptes. Vous avez dit que tous les otages seraient libérés. Très bien. Mais moi, je veux une clarification précise. Est-ce que ça inclut les otages à double nationalité israélo-française? Est-ce que ça inclut ceux que vos propres services ont identifiés comme ayant des liens même lointains avec des organisations que vous jugez problématiques? Est-ce que tous, ça veut vraiment dire tous, sans exception, sans clause cachée, sans conditions secrètes, et là le silence, un silence assourdissant. Netanyahou ne répondit pas tout de suite, ses yeux se plissèrent, il venait de comprendre. Lecornu avait vu clair dans ce jeu. Il avait repéré la faille dans cette déclaration pourtant soigneusement préparée. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Tous les regards braqués sur l'écran. Tout le monde attendait la réponse du premier ministre israélien. Et là, mes frères, regardez bien Marc Vallière à ce moment précis. Le mec est devenu blanc. Mais blanc comme un cadavre, hein, pas blanc. Oh, j'ai un peu froid. Non, non, non. Il a compris. Il a compris que son patron venait littéralement de franchir la ligne rouge ultime. Parce que ce que Lecornu vient de faire, c'est quoi? C'est remettre en question publiquement devant toute la communauté internationale la parole d'un chef d'État allié. Tu fais pas ça. Normalement, tu fais pas ça. Et finalement, Netanyahou prend la parole. Et là, attention, écoutez bien le changement de ton. Toute la chaleur diplomatique qu'il avait au début envolée. Disparu. Le mec parle maintenant avec une voix glaciale. Il dit « Monsieur le Premier ministre Lecornu, je peux vous assurer que notre engagement est total. Tous les otages civils seront libérés selon le calendrier établi. » Sauf que Lecornu, il lâche pas. Le gars se penche encore plus vers le micro et ce qu'il va dire ensuite, mes amis, ça va être répété dans tous les médias du monde pendant des semaines. Il dit « Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que je vous dois, tous les otages civils n'est pas la même chose que tous les otages. » Boum! Vous entendez le silence dans la salle. Et il continue. Il reformule sa question de manière tellement directe, tellement chirurgicale que personne ne peut esquiver. Allez-vous libérer absolument tous les otages sans exception, y compris ceux que vous considérez comme ayant un statut ambigu, les doubles nationaux, les personnes sous enquête? Mes frères, le niveau de tension à ce moment-là, c'est hors échelle. Et c'est là que tout a basculé. Cette fraction de seconde, elle a duré une éternité. Le visage de Netanyahou, il a changé. La façade du diplomate triomphant, elle s'est fissurée. Les mâchoires serrées, le regard qui durcit. Il vient de capter qu'il ne pourra pas esquiver la question française. Lecornu avait tapé pile là où ça fait mal. La situation est complexe. Et ces 4 mots-là, ils ont tout confirmé. Tout ce que Lecornu soupçonnait. Il y a effectivement quelques cas particuliers qui nécessitent une évaluation de sécurité supplémentaire. On parle d'un très petit nombre d'individus et Lecornu, il ne lâche pas. Combien d'otages ne seront pas libérés dans cette première phase que vous présentez comme totale? Le malaise à ce stade était devenu physique. Dans cette salle de conférence virtuelle, tout le monde le sentait. Le président américain se racla la gorge, clairement mal à l'aise. Le premier ministre britannique, il détourna le regard. Le chancelier allemand lui tripotait ses papiers comme un étudiant pris en faute. Ils savaient tous. Ce qui venait de se passer, c'était pas juste une remarque diplomatique un peu sèche. Non. On venait littéralement de déchirer le voile de la diplomatie polie pour exposer une vérité que personne, absolument personne ne voulait entendre. Et c'est là que Netanyahou lâche le morceau. Après une hésitation, parce que oui, même lui sentait que ça allait mal passer, il dit « Environ 23 individus resteront en détention temporaire pour des raisons de sécurité nationale israélienne. Ils seront libérés dans une phase ultérieure après vérification approfondie. » Ce chiffre, il a explosé comme une bombe. 23 êtres humains que Netanyahou s'apprêtait tranquillement à exclure de sa grande annonce de libération. 23 otages dont les familles allaient découvrir en direct devant le monde entier qu'ils ne faisaient pas partie des « tous ». Parce que quand on dit « tous les otages seront libérés », apparemment, ça ne veut pas dire « tous ». 23 personnes dont la liberté dépendait de critères totalement arbitraires décidés unilatéralement par le gouvernement israélien. Et le pire dans tout ça, parmi ces 23, les services français avaient identifié au moins 7 citoyens français ou binationaux. 7.
Des familles françaises qui allaient vivre l'espoir, cet espoir immense, insoutenable, puis la dévastation totale. En l'espace de quelques heures, 2 secondes, c'est tout ce que l'écornu s'est accordé. 2 secondes les yeux fermés, 2 secondes pour rassembler tout son courage pour mesurer l'impact de ce qu'il s'apprêtait à lâcher, pour accepter que sa carrière politique pourrait bien mourir dans les minutes qui suivaient. Et puis les yeux s'ouvrent. Le regard se plante droit dans la caméra. Et là, il prononce les mots qui vont tout faire basculer. Alors, ce n'est pas tout. 5 mots. 5 mots qui tombent comme un couperet. Une phrase simple, directe, implacable. Une phrase qui démantèle toute la rhétorique de Netanyahou. Une phrase qui expose la manipulation au grand jour. Une phrase qui va déclencher une tempête diplomatique sans précédent. Netanyahou devint rouge de colère contenue, sa main serra convulsivement le bord de son bureau. Il comprit immédiatement que l'écornu venait de le piéger publiquement devant tous les leaders mondiaux. « Monsieur le Premier ministre, dit-il d'une voix désormais glaciale, je trouve votre intervention particulièrement déplacée et irresponsable. Israël fait un effort historique pour... » L'écornu ne le laissa pas terminer. Il enchaîna avec une force tranquille qui sidéra tous les présents. « Non. Monsieur le Premier ministre Netanyahou, ce qui est irresponsable, c'est d'annoncer au monde une libération totale des otages, alors que vous savez pertinemment que 23 personnes resteront captives. Ce qui est déplacé, c'est de manipuler l'espoir de familles désespérées avec des annonces incomplètes. Ce qui est inacceptable, c'est de créer une catégorie d'otages de seconde zone basée sur des critères que vous refusez de rendre publics. » Un conseiller posa une main apaisante sur l'épaule de l'écornu, mais le Premier ministre français l'ignora complètement. Quelque chose s'était brisé en lui. La fatigue accumulée, les nuits blanches à négocier les appels déchirants des familles, la pression constante, tout cela explosait maintenant en un torrent de vérité diplomatique. « Et puisque nous parlons franchement, continua l'écornu, permettez-moi de vous dire ce que la France pense vraiment de cette situation. Nous soutenons le droit d'Israël à se défendre. Nous condamnons le terrorisme du Hamas sans ambiguïté. » Les autres dirigeants étaient pétrifiés. Personne n'avait jamais vu un premier ministre français s'adresser ainsi à un dirigeant israélien lors d'une conférence internationale. Le tabou venait d'être brisé. Mais nous ne resterons pas silencieux quand on nous présente des demi-vérités comme des victoires complètes. Nous ne célébrerons pas une libération partielle déguisée en libération totale. Et nous n'accepterons jamais que des citoyens français soient exclus d'un accord de libération pour des raisons que vous refusez de justifier publiquement. Netanyahou tenta de reprendre le contrôle. La France devrait faire attention à ne pas compromettre un accord qui a nécessité des mois de... L'écornu le coupa à nouveau, et cette fois sa voix était tranchante comme une lame. « Non, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui devriez faire attention. Attention à ne pas perdre le soutien des nations qui vous ont défendu même quand c'était politiquement coûteux. Attention à ne pas transformer des alliés en adversaires par votre arrogance. Et attention à ne pas oublier que la confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. » Le silence qui tomba fut absolu. Dans la salle de crise de Matignon, on aurait littéralement pu entendre une mouche voler. Et là, les collaborateurs de l'écornu, ils le fixaient avec ce mélange très particulier d'admiration et de pure terreur, parce que leur patron, à cet instant précis, venait soit de se tirer une balle politique en pleine tête, soit de réaliser l'un des coups diplomatiques les plus culottés de l'histoire récente. Il n'y avait pas d'entre-deux. De l'autre côté de l'écran, Netanyahou avait l'air au bord de l'implosion. On voyait de sa respiration même à travers la vidéo, les poings serrés, le regard noir, et juste avant qu'il ouvre la bouche pour répliquer, le secrétaire général de l'ONU tenta une intervention, la voix tremblante. « Messieurs, je pense que nous avons tous besoin d'une pause pour... » Non. L'écornu, sec, ferme, sans une once d'hésitation. Pas de pause, pas de faux fuyant diplomatique. Monsieur le Premier ministre Netanyahou, je vais vous poser une dernière question et je veux une réponse claire, devant tous les dirigeants présents. Allez-vous, oui ou non, libérer les 7 citoyens français qui figurent sur votre liste d'exclusion dans les mêmes conditions et le même calendrier que les autres otages? Voilà, c'était dit. L'ultimatum, la ligne dans le sable, le moment de vérité, le vrai, celui où personne ne peut plus se planquer derrière le jargon diplomatique.
Et à cet instant, tous les regards, absolument tous, convergèrent vers Netanyahou. Le premier ministre israélien ne dit rien, pendant ce qui sembla durer une éternité. Son visage, un masque totalement impénétrable. Et si vous regardiez bien, on pouvait presque voir les calculs politiques défiler derrière ses yeux en temps réel. Parce que le piège était parfait. S'il refusait, il risquait de perdre le soutien de la France. Et pas seulement de la France, probablement celui d'autres nations européennes dans la foulée. Mais s'il acceptait, il envoyait le signal qu'il cédait à la pression internationale. Et ça, dans sa propre coalition gouvernementale déjà fragile, au bord de l'implosion, c'était perçu comme une faiblesse impardonnable. 2 options, 0 bonne réponse. Finalement, Netanyahou prit la parole et dans sa voix, on sentait une rage à peine maîtrisée. Les citoyens français feront partie de la première phase de libération, à condition que la France s'engage à une coopération totale avec nos services de sécurité pour les vérifications nécessaires. Lecornu acquiesça lentement sans se presser. La France coopère toujours avec ses alliés dans le strict respect du droit international et des droits humains fondamentaux. Nous exigeons la liste complète des otages libérés demain matin, non nationalité statut, pour vérification. Cette liste devrait être transmise aux Nations Unies et rendue publique. Et là, Netanyahou comprit. Il était piégé. Lecornu venait de l'enfermer dans un engagement public, un engagement dont il ne pourrait plus se défaire sans ruiner sa crédibilité sur la scène internationale. C'est acceptable, lâcha-t-il finalement, mais le ton disait tout. Rien n'était pardonné. La conférence s'acheva dans un froid polaire. Les écrans s'éteignirent un par un. Et dans la salle de crise de Matignon, personne ne bougeait. Les collaborateurs de Lecornu le fixaient comme s'ils découvraient leur patron pour la toute première fois. Puis doucement, Marc Vallière se mit à applaudir. Un autre le rejoignit. Puis un autre. Et encore un autre jusqu'à ce que la salle entière soit debout, applaudissant leur premier ministre, celui qui venait de tenir tête à l'un des dirigeants les plus puissants de la planète. Lecornu se leva lentement. Il était vidé. Ses mains tremblaient encore, l'adrénaline retombait. Il le savait, ce qu'il venait de faire allait avoir des conséquences. Dans les heures qui suivraient, dans les jours à venir, les attaques médiatiques, les pressions politiques, les accusations d'antisémitisme que certains ne manqueraient pas de brandir, tout ça allait arriver, mais il savait aussi une chose, il avait fait la seule chose juste. Et là, mes amis, c'est le moment où tout bascule, parce que dans les heures qui suivirent, l'enfer se déchaîna, mais pas du tout de la manière qu'on aurait pu imaginer. Côté israélien, c'est la furie totale. Les médias israéliens hurlèrent à l'ingérence française, à l'hostilité de Lecornu. Les éditorialistes sortaient les grands mots de trahison, coups de poignard dans le dos. Et évidemment, le lobby pro-israélien en France activa immédiatement tous ses relais pour exiger ni plus ni moins la démission du Premier ministre. Sauf que quelque chose d'absolument inattendu se produisit, quelque chose que ni Lecornu, ni Netanyahou, ni personne n'avait vu venir. Les familles des otages, toutes nationalités confondues, commencèrent à manifester leur soutien au Premier ministre français. Des rassemblements spontanés se formèrent devant l'ambassade de France dans plusieurs capitales. Les réseaux sociaux explosèrent littéralement de messages de gratitude envers le seul dirigeant qui avait eu le courage de dire la vérité en face. Et il y eut cette vidéo. Un père israélien dont le fils était parmi les otages prit la parole devant sa caméra et dit « Merci, monsieur Lecornu, vous avez dit ce que nous pensions tous mais que personne n'osait exprimer. Notre gouvernement nous mentait et vous l'avez exposé. Grâce à vous, mon fils sera libéré demain. Je vous laisse imaginer l'impact d'un tel témoignage. » Les médias internationaux, après le choc initial, commencèrent à changer de ton. Le New York Times titrait « Un moment de vérité diplomatique ». Le Guardian parlait de courage politique dans un monde de langue de bois. Et même, écoutez bien même, certains médias israéliens progressistes commencèrent à questionner la stratégie de communication de Netanyahou. Et en France, c'était un raz-de-marée. L'opinion publique était massivement derrière Lecornu. 77% des Français approuvaient sa prise de position. Les syndicats, les associations des personnalités politiques de l'opposition, tout le monde se rangeait derrière lui. Emmanuel Macron, qui suivait les événements depuis son déplacement en Asie, appela tard dans la soirée. « Vous avez fait ce qu'il fallait faire. La France est fière de vous ce soir. » Dès le lendemain matin, comme promis, la liste complète des otages à libérer fut transmise aux Nations Unies et rendue publique. Les 7 citoyens français y figuraient. La parole avait été tenue sous la contrainte d'une pression internationale sans précédent.
À l'aube, les premiers otages franchirent la frontière de Gaza. Les images de leurs retrouvailles avec leurs familles firent le tour du monde, des larmes, des étreintes, des cris de joie. Et dans chaque interview, les familles françaises répétaient le même message: sans cette intervention, nos proches seraient restés derrière. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Dans les semaines qui suivirent, la dynamique géopolitique au Moyen-Orient changea subtilement mais profondément. D'autres nations européennes, enhardies par l'exemple français, commencèrent à adopter des positions plus critiques, plus nuancées vis-à-vis de la politique israélienne. Le monopole du discours pro-israélien sans réserve se fissura. Les négociations sur les phases suivantes de libération des otages prirent une tournure radicalement différente. L'humiliation publique laissa des traces. Netanyahou, piqué au vif, changea d'attitude, plus transparent, plus coopératif. Il avait compris. Le message, la moindre tentative de manipulation serait désormais grillée en direct exposé, sans filtre devant le monde entier. Fini les petits jeux. Et le Hamas même constat. Impossible désormais de miser sur les divisions de la communauté internationale pour gagner du temps. Le terrain avait bougé sous leurs pieds. Mais le plus fascinant dans tout ça, c'est ce qui se passa dans les coulisses de la diplomatie mondiale. On commença à parler, attention, accrochez-vous, de l'effet Le Cornu. Oui, un concept, un phénomène à part entière, l'idée qu'un dirigeant politique, en explosant un tabou, en balançant une vérité que personne n'osait formuler, pouvait à lui seul faire basculer toute la dynamique d'une négociation internationale. Des séminaires furent organisés dans les grandes écoles de diplomatie pour décortiquer cette confrontation comme un cas d'école. Certains analystes la comparèrent au discours de Churchill. D'autres allèrent encore plus loin, ils la mirent au niveau de la posture de De Gaulle. Excusez du peu. Pour lui-même, cette journée marqua un tournant décisif. Fini le jeune premier ministre dont on questionnait la stature internationale. En l'espace de quelques heures, il s'était imposé comme un homme d'État respecté, craint écouté. Et le message avait été reçu 5 sur 5 par toutes les chancelleries du monde. Cet homme-là ne se paierait jamais de formules diplomatiques creuses. Il était prêt à balancer des vérités qui dérangent même face aux alliés les plus puissants. 3 mois plus tard, sommet européen à Bruxelles. Les deux hommes se croisent dans un couloir, loin des caméras, loin des conseillers. Quelques secondes de silence, puis une main tendue. « Vous avez fait votre travail ce jour-là » La poignée de main et se ferme, comme vous auriez dû faire le vôtre, dire toute la vérité dès le départ. Pas un mot de plus. Ils se séparent, mais quelque chose avait changé entre eux. De cette confrontation était né un respect mutuel, celui qu'on ne gagne que quand on a osé regarder l'autre droit dans les yeux sans ciller. L'histoire ne retint pas cette journée comme un conflit entre la France et Israël, non. Elle la retint comme le moment où un dirigeant avait eu le cran de choisir la vérité plutôt que le confort diplomatique, où l'intégrité avait écrasé l'opportunisme politique, où une seule phrase, une seule avait suffi à faire tomber un mensonge et à sauver des vies. Alors ce n'est pas tout. 5 mots, une phrase, une vérité et un héritage qui allait inspirer toute une génération de diplomates à ne jamais sacrifier l'honnêteté sur l'autel de la convenance politique. Aujourd'hui, quand on lui demande s'il regrette cette confrontation, il sourit, toujours le même sourire. Et la réponse ne change jamais. Regretter d'avoir dit la vérité jamais, c'est peut-être la seule chose en politique dont on ne devrait jamais avoir à s'excuser. Et quelque part dans des maisons à travers toute la France, des familles réunies avec leurs proches libérés lèvent leur verre chaque année. À la date anniversaire de cette conférence, un toast simple, mais chargé de sens, à l'homme qui a osé dire « alors ce n'est pas tout ». 2 heures avant la conférence, alors que Le Cornu faisait les 100 pas nerveusement dans son bureau à Matignon, un email crypté atterrit sur le serveur sécurisé de la DGSE, l'expéditeur anonyme. Mais les métadonnées pointaient vers une origine proche des services de renseignement israéliens. Et le contenu de ce message explosif. La liste complète des 23 otages que Netanyahou comptait exclure de la libération, avec pour chacun d'entre eux les raisons détaillées de cette exclusion. Mais attendez, ça personne ne le savait à ce moment-là. Ce détail n'a été révélé que des mois plus tard dans les mémoires confidentielles d'un diplomate américain qui était présent lors de cette conférence. Et croyez-moi, ça change absolument tout dans la perception de ce moment. Et parmi ces raisons, il y avait des trucs qui, si ça avait fuité dans la presse, auraient provoqué un scandale monumental. 3 otages écartés de la liste.
Pourquoi? Parce qu'avant d'être enlevés, ils avaient osé critiquer la politique israélienne sur les réseaux sociaux. 5 autres exclus à cause de liens familiaux lointains avec des Palestiniens. 2 autres encore mis de côté parce qu'ils avaient participé à des manifestations pour la paix à Tel Aviv. Vous réalisez ce que ça veut dire? On trie des otages. On décide qui mérite d'être sauvé en fonction de ses opinions politiques. Et Netanyahou, il savait très bien que ces critères-là ne tiendraient pas 2 secondes face à un examen international. Il le savait, mais il comptait sur quoi? Sur le silence complice de la communauté internationale. Parce que tout le monde préférait célébrer une victoire diplomatique partielle plutôt que d'affronter une vérité embarrassante. Et c'était exactement ce document-là qui a donné à Lecornu le courage d'agir. Il savait précisément ce que Netanyahou préparait. Il avait les preuves en main, mais il ne pouvait pas les rendre publiques parce que derrière ces preuves, il y avait une source, une personne qui avait risqué sa vie pour transmettre ces informations. Lecornu avait donc opté pour une approche différente, poussé Netanyahou à révéler lui-même la vérité en posant des questions tellement chirurgicales qu'il serait impossible de les esquiver. Marc Vallière, qui avait pris connaissance du document au même moment que lui, l'avait supplié de ne pas jouer cette carte. C'est beaucoup trop dangereux. Si Netanyahou réalise qu'on a accès à leur communication interne, on se retrouve face à une crise diplomatique ingérable. On pourrait être accusé d'espionnage. As-tu mis? Sauf que Lecornu avait répondu sans la moindre hésitation dans la voix. Et si on reste les bras croisés, 23 personnes vont continuer à croupir en captivité pour des raisons qui piétinent absolument tout ce qu'on prétend défendre. Je peux pas vivre avec ça. Ni pour sauver ma carrière, ni pour éviter un scandale diplomatique. Cette conversation n'a jamais été rendue publique. Le document a été détruit après la conférence, ses cendres dispersées dans la Seine par un agent de la DGSE dont l'identité est encore classifiée aujourd'hui. Mais la source qui avait transmis ce document, un officier israélien désillusionné par les méthodes de son propre gouvernement, a continué à fournir à la France des renseignements décisifs pendant des années, contribuant à sauver un nombre incalculable de vies dans des situations de crise. Et c'est là que tout prend son sens. Si Lecornu avait été aussi chirurgical dans ses questions, le chiffre exact 23, les doubles nationaux, les personnes sous enquête, c'est parce qu'il ne devinait rien. Il savait. Quelqu'un de l'intérieur lui avait tout donné. Et Netanyahou l'a compris instantanément. Cette précision-là, elle ne sort pas d'un briefing classique, elle sort d'une trahison. On raconte que le soir même, depuis son bureau à Jérusalem, il ordonna une enquête interne et les résultats furent brutaux. 3 officiers du Mossad arrêtés discrètement soupçonnés de sympathie avec l'opposition politique. Le premier fut poussé vers une démission anticipée. Le deuxième disparut pendant 6 mois avant de réapparaître à Londres sous une nouvelle identité. Et le troisième, celui qui avait réellement transmis l'information, ne fut jamais identifié. Il est probablement encore en poste aujourd'hui quelque part dans les rangs des services secrets israéliens, portant son secret comme une médaille qu'on ne voit pas. Ce détail méconnu de l'affaire éclaire d'ailleurs la fameuse scène du couloir à Bruxelles 3 mois après. Quand Netanyahou croise Lecornu et lui lâche « Vous avez fait votre travail », la phrase est tout sauf anodine, c'est un aveu déguisé. Netanyahou le sait très bien, Lecornu a eu entre les mains des informations auxquelles il n'aurait jamais dû accéder. Il sait aussi que le Premier ministre français aurait pu le détruire publiquement, balancer le document à la face du monde et l'humilier de manière irréversible. Mais Lecornu ne l'a pas fait. Il a protégé sa source, il a préservé un minimum de dignité pour Israël et en parallèle, il a obtenu l'essentiel, la libération de la totalité des otages sans aucune exception. Et c'est précisément ça qui fait de ce moment un coup de maître diplomatique absolu. Non pas simplement le courage de confronter un allié puissant, mais surtout l'intelligence de savoir exactement jusqu'où pousser le curseur et à quel moment précis lever le pied. De comprendre que l'objectif n'a jamais été de détruire Netanyahou ni de faire exploser les relations franco-israéliennes en plein vol, mais bien d'obtenir un résultat concret, tangible, humain, la liberté de 23 personnes qui allaient être sacrifiées sur l'autel de la raison d'État dans l'indifférence générale. Et dans les années qui suivirent, Lecornu ne parla jamais de ce document. Jamais. Pas même à Emmanuel Macron qui ne le découvrit que bien plus tard par une indiscrétion d'un agent retraité de la DGSE. Et quand le président confronta son premier ministre à ce sujet, Lecornu répondit simplement « Certaines choses doivent rester dans l'ombre pour que la lumière puisse briller là où c'est nécessaire ».
Et honnêtement, cette phrase à elle seule résume tout le personnage. Cette philosophie devint la marque de fabrique de son style en matière de politique étrangère. Un homme qui ne cherchait pas la gloire, qui ne cherchait pas les applaudissements, mais qui agissait dans l'ombre avec une précision chirurgicale pour que les résultats parlent d'eux-mêmes. Tout au long du reste de son mandat, il ne cessa de prendre à contre-pied aussi bien les observateurs que ses adversaires par cette aptitude déconcertante à débloquer des situations que tout le monde jugeait perdues d'avance. Des journalistes français retenus en Iran. Il négocia leur libération en activant des canaux secrets dont personne, absolument personne, ne soupçonnait l'existence. Une crise diplomatique majeure avec l'Algérie qui menaçait de tout faire exploser, il la désamorça en s'appuyant sur des renseignements que les services français n'étaient même pas censés détenir. Des confrontations qui auraient pu virer au désastre total. Il les retourna en victoire diplomatique, mêlant audace publique et manœuvre chirurgicale dans l'ombre. Mais au milieu de tout ça, une affaire resta gravée comme son moment définissant, celle avec Netanyahou. Ce moment précis où un premier ministre de 39 ans avait planté son regard dans celui de l'un des dirigeants les plus expérimentés et les plus redoutés de la planète et avait refusé de cligner. C'était l'instant où il avait fait le choix de la vérité face à la facilité, de l'intégrité face à l'opportunisme. L'instant où une seule phrase, une seule avait suffi à faire basculer une crise internationale. Et aujourd'hui, ce moment-là, il est étudié dans les amphis de Sciences Po Paris, à l'École nationale d'administration, et même dans certaines universités à l'étranger. On l'enseigne comme un cas d'école de ce qu'on appelle en théorie des relations internationales la symétrie constructive. L'art d'utiliser des informations privilégiées non pas pour humilier un adversaire, mais pour le pousser à faire ce qui est juste. Et dans ces salles de cours, les étudiants en débattent passionnément parce que la question de la moralité de cette approche, elle n'a toujours pas de réponse simple. Alors, maintenant, la vraie question, celle qui fâche, celle qui divise. Est-ce que c'était éthique ce que Lecornu a fait? Utiliser des informations obtenues très probablement par espionnage, est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'il aurait dû révéler publiquement l'existence de ce document et surtout, où est-ce qu'on place le curseur entre diplomatie habile et manipulation pure et simple? Honnêtement, ces questions-là, elles restent ouvertes. Chacun aura son avis selon ses convictions politiques, philosophiques, morales. Et c'est normal. Et c'est là que je veux qu'on s'arrête une seconde. Il y a un fait, un seul, qui est absolument indiscutable. 23 personnes qui auraient dû rester en captivité sont libres aujourd'hui. 23 familles qui auraient dû continuer à souffrir dans le silence ont retrouvé leurs proches. Et ça, personne ne peut le nier. Personne ne peut le minimiser. Personne. 5 ans plus tard, un journaliste du Monde décroche une interview rare avec Lecornu, qui entre-temps avait quitté Matignon pour le Quai d'Orsay, devenu ministre des Affaires étrangères sous un nouveau gouvernement. Et la question tombe directe. Si vous deviez revivre cette journée, vous feriez les choses différemment. Silence. Long silence. Lecornu regarde par la fenêtre de son bureau la Seine qui coule en contrebas tranquille. Puis il se tourne vers le journaliste avec ce regard bleu acier devenu sa marque de fabrique et il lâche. Vous savez, en politique, on nous apprend à peser chaque mot, à calculer chaque geste, à anticiper chaque conséquence, mais parfois, il faut juste faire ce qui est juste. Même si c'est dangereux, même si c'est impopulaire, même si ça peut détruire votre carrière. Ce jour-là, j'ai fait ce qui était juste. Et franchement, je dormirais beaucoup moins bien aujourd'hui si j'avais fait autrement. De Kate, le journaliste note la réponse. Puis, il pose la question, celle que tout le monde se posait depuis des années. Est-il vrai que vous aviez accès à des documents confidentiels israéliens ce jour-là? Lecornu esquissa un sourire, mais il n'offrit aucune réponse directe. Ce qui est vrai, c'est que 23 personnes sont libres aujourd'hui. Tout le reste n'est que spéculation. L'interview s'acheva sur cette note d'ambiguïté parfaitement maîtrisée. Une fois de plus, il avait prouvé qu'il savait exactement quoi dire publiquement tout en verrouillant ce qui devait rester dans l'ombre. Cette capacité à danser entre la transparence et le silence, entre l'audace assumée et la prudence calculée, c'était devenu sa signature. La marque d'un homme d'État véritablement hors norme. Et cette histoire, cette confrontation, elle ne mourut pas avec le cycle de l'actualité. Non, elle se transmit de génération en génération dans les couloirs du pouvoir français. Elle devint une légende, un conte moral sur le courage et l'intégrité en politique.
Les jeunes diplomates l'écoutaient avec des étoiles dans les yeux, rêvant du jour où eux aussi pourraient défendre la vérité avec autant de force et de conviction. Les cyniques, évidemment, ils ont haussé les épaules. Coup de chance, manipulation médiatique, les étiquettes habituelles. Mais ceux qui étaient là ce jour-là, ceux qui ont vu le visage de Lecornu quand il a lâché ces 5 mots, eux, ils savaient. C'était pas un coup de com', c'était pas une manœuvre, c'était un moment de vérité absolue, un vrai, dans un monde entièrement construit sur des demi-vérités et des compromis permanents. Et quelque part, dans un appartement modeste de Tel Aviv, un ancien officier du Mossad, il regarde parfois les étoiles la nuit. Et il repense à ce jour où il a envoyé un simple email, un email qui a changé le destin de 23 personnes. Est-ce que Lecornu pense encore à lui? Est-ce qu'il se demande qui était cette source anonyme, ce fantôme qui a tout risqué pour que la justice l'emporte? Honnêtement, ça n'a aucune importance. Parce que cet homme, lui, il sait qu'il a fait ce qui était juste. Et parfois, dans ce monde complexe et cruel, c'est tout ce qui compte. Alors toi, la prochaine fois que t'entends un politicien sortir une annonce trop belle pour être vraie, souviens-toi de cette histoire. Souviens-toi de Sébastien Lecornu, de l'homme qui a eu le courage de poser une seule question, est-ce vraiment tout? Souviens-toi que derrière chaque grande déclaration, il y a parfois des petits caractères, des lignes que personne ne veut que tu lises, et souviens-toi qu'il suffit d'une seule personne, une seule, prête à dire « alors ce n'est pas tout » pour faire basculer la différence entre une manipulation réussie et une vérité exposée. Parce qu'au final, le véritable pouvoir, c'est pas la capacité de tromper, c'est le courage de démasquer. C'est pas l'art de mentir avec élégance. C'est la force de dire la vérité même quand elle dérange tout le monde. Et si l'histoire retient le nom de Sébastien Lecornu, ce sera pas comme un politicien parmi tant d'autres. Ce sera comme l'homme qui, un matin de novembre, a refusé de jouer le jeu et qui a changé le cours de l'histoire avec 5 mots simples. Alors ce n'est pas... un petit coup.